Samedi 24 avril 2021, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer sur RTI 1. Et on commence avec la primature débutée mercredi dernier. Le séminaire gouvernemental s'est achevé hier vendredi. Il était placé sous la présidence du Premier ministre et chef du gouvernement Patrick Hachi. Et il a vu la participation du secteur privé. Plusieurs plans d'action prioritaires ont été adoptés. Alexis Ouedraogo. 72 heures pour asseoir une stratégie gouvernementale susceptible d'améliorer efficacement et réellement le quotidien des Ivoiriens. C'est l'exercice de ce séminaire gouvernemental qui ferme ses portes ce vendredi avec des objectifs très précis pour chaque département ministériel. Nous devons mobiliser des capitaux extérieurs pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le sport deviendra une source de création de richesses et d'emplois pour les jeunes générations. Les infrastructures, c'est le support quand même du développement. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de déplacement, il n'y a rien du tout. Les Ivoiriens auront une côtière d'ici 1 an et demi, la côtière sera entièrement terminée. Beaucoup de chantiers sur l'ensemble du territoire, nous repartons très heureux. Nous nous engageons dans un nouveau partenariat avec les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons un Premier ministre, qui est passionné par sa mission et nous sommes ses collaborateurs. Nous nous mettons dans cette dynamique-là pour réaliser ce que le président de la République a promis aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Et le gouvernement compte aller plus loin dans tous les secteurs pour la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire solidaire. Ce séminaire a permis d'élaborer les plans d'action prioritaires qui constitueront la base commune de travail gouvernemental sur la période 2021-2023 avec un focus sur l'année 2021. Note inédite de ce rendez-vous, la participation du secteur privé aux échanges ce vendredi, une initiative saluée. Cette journée est mémorable pour le secteur privé ivoirien. Je suis à mon 3e SMS reçu de collègues présidents de patronat d'Afrique centrale, d'autres régions de l'Afrique, qui ont eu l'information de cette rencontre et qui s'émerveillent devant ce qui se passe ici aujourd'hui au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Et si le secteur privé s'émerveille ainsi, c'est que le gouvernement lui donne aujourd'hui la pleine place dans sa politique de développement. Aujourd'hui, nous avons souligné la nécessité d'optimiser le partenariat stratégique entre l'État et le monde des affaires, ainsi que le rôle majeur de l'entreprise privée dans la création de l'innovation, de l'emploi, de la valeur ajoutée et, in fine, dans la production de richesses durables. Je tiens à saluer la qualité de nos travaux qui nous ont permis de débattre des goulots d'étranglement qui affectent notre potentiel de croissance, de lister les leviers qui font permettre de les lever et de partager, in fine, une vision commune de l'industrialisation de notre pays pour bâtir une Côte d'Ivoire meilleure pour toutes les composantes de notre société. Pour le chef du gouvernement, l'heure est au travail vite et bien fait pour le bien-être des populations. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est choisir. Nous avons su au cours de ces 3 jours tout à la fois bien prévoir et bien choisir pour arrêter nos actions prioritaires 2021 et bâtir notre programme de gouvernement jusqu'en 2023. Aujourd'hui, nous disposons d'un programme de gouvernement pour l'année 2021 que nous allons soumettre pour adoption lors du prochain Conseil des ministres. La mobilisation cohérente, constante et collective du gouvernement sur l'ensemble de ces sujets hautement stratégiques permettra à nos concitoyens de constater que nous sommes réellement au travail, en mission, au plus près de leur réalité quotidienne, dans l'unique objectif d'obtenir des résultats. Un suivi strict devra encadrer la mise en œuvre des résolutions de ce séminaire. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie était vendredi à la centrale thermique d'Azito dans la commune de Yopougon. Il s'agissait pour Thomas Camara de s'enquérir des travaux d'extension de la centrale, mais surtout de s'assurer du bon fonctionnement des installations. Pour rappel, ces installations étaient tombées en panne et ont entraîné récemment des perturbations dans la fourniture de l'électricité aux abonnés. Le compte-rendu de Jean-Louis Gbangbo. Première sortie pour Thomas Camara depuis sa nomination à la tête du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Une visite des travaux de la phase 4 de la centrale électrique d'Azito de Yopougon.
Un choix quelque peu forcé par la situation du moment. Il y a 2 jours, un incident est survenu sur une de nos grosses machines de production ici à Azito. Et cela a occasionné beaucoup de perturbations au niveau des populations. Et donc, nous sommes venus ici pour nous enquérir de la situation et nous assurer que les choses sont rentrées dans l'ordre. Au terme des échanges avec les responsables de la centrale et la visite des installations, le ministre s'est voulu rassurant à l'endroit des populations. Nous sommes heureux de constater que la machine est rentrée en production et que l'incident donc est clos. Nous profitons donc du micro pour présenter toutes les excuses aux populations qui ont dû souffrir du manque d'électricité pendant cette période-là. Le ministre s'est réjoui de l'avancée des travaux de la 4e phase de la centrale, une extension qui permettra d'accroître l'offre d'énergie aux populations. Le chantier est bien avancé, il est tenu par les équipes 24 heures sur 24, de sorte à respecter la date de août 2021 où cette nouvelle production rentrera et elle permettra de soulager définitivement l'équilibre offre-demande et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de rupture. Avec une puissance installée de 430 MW, soit 20% de la capacité nationale, la centrale d'Azito pourra atteindre les 710 MW à l'achèvement de cette 4e phase d'extension, ce qui permettra d'offrir aux populations une électricité abondante et de meilleure qualité. Vendredi, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté était au chevet des blessés de l'accident survenu à Ndautré, dans la commune d'Abobo. Miss Belmondo Dogo a annoncé la prise en charge des blessés, notamment leurs frais d'hospitalisation. La ministre de la Solidarité a également présenté les condoléances du gouvernement aux familles endeuillées. Un accident dans lequel 10 personnes ont trouvé la mort. Mamadou Kouassi. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté au chevet des blessés de l'accident de la circulation survenu hier à Ndautré. Miss Belmondo Dogo est allée traduire la compassion et le soutien du gouvernement à ses victimes internées dans une clinique à Yopougon. À chacun de ces blessés, elle a eu un message particulier, de quoi réconforter ces personnes qui se souviennent encore du drame. J'avais l'impression que c'est quelqu'un qui m'a balancé vers les vitres. Donc ce sont les vitres là, quand ça s'effondrait, ça a déchiré au niveau de ma tête. Donc je sens les douleurs au niveau de la colonne vertébrale et puis mon pied droit que je n'arrive pas à soulever. Pour l'instant ça va un peu. Au niveau de mon pied, il sent des douleurs. Pour l'instant ça va. Le médecin traitant a rassuré l'envoyé du gouvernement de l'état de santé des 8 blessés internés dans sa clinique. Et parmi les 8 blessés, il y a 4 blessés qui nécessitaient vraiment des soins vraiment plus poussés, parmi lesquels il y a un blessé qui avait un traumatisme au niveau du rachis cervical, qui a été évacué par le SAMU au CHU de Cocodine pour une meilleure prise en charge au niveau du service de neurochirurgie. Et les 3 autres blessés, ils présentaient des fractures. Pour les 4 autres restants, la prise en charge a été vraiment faite et nous comptons prévoir les sorties cet après-midi. Chacun de ces blessés reçoit des mains de Miss Belmondo Dogo une enveloppe. Il s'agit, selon la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, de l'expression du programme La Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes venus au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sur instruction du Premier ministre, nous enquérir de l'état de santé des blessés et ensuite les présenter nos vœux de prompt rétablissement. Nous les rassurons que dans les jours à venir, l'État de Côte d'Ivoire sera avec eux pour prendre une part active au malheur qui les touche. Nous partageons les chagrins. Ensuite, nous voulons rassurer la population ivoirienne que le gouvernement qui fait de la solidarité une valeur nationale sera toujours à l'écoute. Les parents des victimes se disent satisfaits de cette initiative du gouvernement. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. C'est touchant, c'est écœurant. Mais nous sommes heureux de savoir que notre pays est au chevet de ces blessés. Mais on a vu que vraiment l'État est à côté de nous. Donc nous sommes très contents. On dit merci au ministre, merci au président. Le fait de prendre toutes les charges des blessés, vraiment nous sommes très contents. Je dis aux chauffeurs vraiment de faire très attention parce que c'est la mauvaise conduite qui a envoyé ce drame
aujourd'hui. Il faut rappeler que cet accident de la circulation s'est produit dans la matinée de jeudi 22 avril 2021 en Dautré, dans la commune d'Abobo. Un accident qui a fait 10 morts et 12 blessés. L'implantation cochléaire est une opération chirurgicale de l'organe auditif. Elle permet aux enfants âgés de 6 ans ou plus et atteints de surdité de retrouver l'audition. Une dizaine de médecins spécialistes en ORL ont bénéficié d'une formation sur cette opération chirurgicale. C'était lors d'un symposium à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Le compte-rendu est signé Didier Nguissan. 23 enfants âgés de 6 ans au plus et atteints de surdité ont retrouvé l'audition grâce à l'implantation cochléaire, une opération chirurgicale de l'organe auditif. Cette opération pratiquée depuis 1 an au sein de l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville est un succès. Depuis 2 jours, une mission chirurgicale vient d'opérer 6 enfants. Elle forme également une 50aine de médecins orthophonistes et spécialistes en ORL, le but étant de faire de la Côte d'Ivoire la référence dans la prise en charge des déficiences auditives en Afrique subsaharienne francophone. L'épineux problème du dépistage de la surdité de l'enfant, dont l'enjeu est de favoriser une prise en charge et donc un diagnostic et une prise en charge thérapeutique précoce du jeune enfant et qui, sans notre intervention, ne pourra pas redonner la joie à sa famille de pouvoir un jour entendre la voix de ce bébé qu'ils ont vu naître. Cette formation est la base à toute chirurgie, d'autant plus que cette chirurgie d'implantation cochléaire est une chirurgie minutieuse qui est réalisée par des mains expertes. Grâce à vous et votre participation, nous avons eu une semaine enrichissante, intense, avec beaucoup d'échanges très promoteurs qui vont nous permettre de développer davantage nos différents projets et programmes d'implants cochléaires et aussi d'autres projets en coopération avec l'Agence de développement autrichienne. L'intervention en bloc opératoire est suivie en temps réel par les participants. En Côte d'Ivoire, environ 5 000 enfants naissent sourds chaque année. 200 000 autres ont une perte auditive invalidante. La formation de compétences locales en implantation cochléaire est un espoir. Tué lundi dernier au cours d'affrontements avec des forces rebelles du FACT, le Tchad a rendu vendredi dernier hommage à son maréchal. Idriss Déby Itno a été porté à sa dernière demeure à Amdjaras, une inhumation dans l'intimité familiale. Quelques heures auparavant, à N'Djamena, de nombreux chefs d'État ont salué la mémoire d'Idriss Déby. Laure Goriti avec le commentaire de Michel Diré. 21 coups de canon pour saluer la mémoire du maréchal Idriss Déby, décédé mardi des suites de ses blessures après avoir participé au combat contre les rebelles du FACT. La dépouille mortelle du président tchadien est arrivée en milieu de matinée sur la place de la Nation. Sa famille biologique, politique, ses compagnons d'armes et des chefs d'État étrangers lui ont rendu un dernier hommage. Cher Idriss, vous avez écrit une page indélébile d'amitié entre le Tchad et la France. Et j'en porte le souvenir d'un ami. Une cérémonie d'obsèques marquée par la prise de parole de sa dernière épouse, Inda Déby. Maréchal du Tchad, désormais, vous êtes parti. Adieu. Pour toujours, vous serez dans nos cœurs. Aidez-nous à ce que la joie demeure. La vie a décidé de votre départ. Et je dois vous dire au revoir. Le peuple tchadien vous a aimé et vous remet à Dieu. Après la prière prononcée dans la grande mosquée de N'Djamena, la dépouille d'Idriss Déby a été transportée à Amdjaras, son village d'origine, où il a été inhumé dans l'intimité familiale.
Dans l'actualité internationale au Mali, après une première enquête en juillet sur la contestation du régime d'Ibeka à Bamako, Amnesty International a publié hier vendredi un nouveau rapport. Le document confirme la violation des droits de l'homme des forces de sécurité par l'usage de la force excessive et d'armes à feu ayant causé au moins 18 morts à Sikasso, Bamako et Kaya. De plus, le rapport affirme qu'au moins 4 personnes ont perdu la vie après avoir été blessés par balle lors du coup d'État du 18 août 2020. Et puis hors du continent africain, 3 roquettes ont été tirées vendredi soir depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël, a indiqué l'armée. Une des roquettes a été interceptée par un bouclier antimissile et les 2 autres se sont abattues près de la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza, a précisé l'armée dans un communiqué. Ces tirs de roquettes interviennent alors que des affrontements violents impliquant des juifs d'extrême droite, des Palestiniens et la police ont éclaté dans la nuit du jeudi à vendredi à Jérusalem, faisant plus de 120 blessés. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. Je vous retrouve demain à 6h30.